Parlons ce soir de la valeur. Une autre est en train d'apparaître, la fraternité. Chaque jour, la Bourse publie le cours des valeurs. Certaines sont en hausse, d'autres en baisse. Celles qui sont en hausse aujourd'hui seront en baisse demain, et inversement. Les valeurs boursières sont une image très grossie de ce qui se passe dans le monde. À un moment donné de l'histoire, certaines valeurs sont en hausse, alors que d'autres sont en baisse. À certaines époques, par exemple, on a exacté le courage physique. Les héros étaient ceux qui savaient se battre dans les tournois, les duels ou les guerres, et qui n'avaient jamais peur du danger. À d'autres périodes, la valeur la plus connue a été la sainteté. On a admiré ceux et celles qui étaient capables de tout abandonner pour se consacrer à Dieu dans la solitude et le silence, ou se mettre au service des pauvres, des malades et des persécutés. De nos jours, c'est l'intellect qui est la valeur en hausse, la capacité de raisonner et d'acquérir des connaissances. Mais cela ne durera pas. Déjà une autre valeur est en train d'apparaître, la fraternité. C'est elle qui va pousser les humains à se montrer mutuellement de plus en plus compréhensifs et généreux. Bonsoir et bienvenue au siège de l'information. Le siège de l'info, Charbel Aïou. L'ensemble de nos réseaux pour vous faire le point de l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous êtes les bienvenus à la grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. 90 minutes, je vous l'ai dit, c'est sur l'ensemble de nos réseaux, sur le réseau local, sur le réseau international, sur nos réseaux sociaux. Vous êtes au rendez-vous. Merci de nous préférer. Je vous informe que tout à l'heure, nous recevrons au cours de cette messe de l'information Brice Adonon. Il est membre du bloc républicain. Il est du conseil communal d'Abomey-Calavi et porte-parole de la minorité au conseil. Il interviendra au sujet de l'installation du conseil de supervision de la commune d'Abomey-Calavi. Mais avant lui, voici ce qui fait le sommaire de l'actualité nationale. Conformément aux dispositions réglementaires, les préfets des départements installent les conseils de supervision des communes. Nous vous ferons le point dans cette édition de la commune de Tori-Bosito. Nous recevons aussi Gauthier Sédodé qui a assisté pour nous à cette cérémonie. Les représentants des 9 pays, membres du partenariat de Ouagadougou, ont entamé ce mardi un atelier de 3 jours sur le financement des plans d'approvisionnement et de planification familiale. Le point de la cérémonie d'ouverture au cours de cette messe de l'information. Conformément au calendrier scolaire, établi par les autorités en charge de l'éducation, la pré-rentrée a démarré dans les établissements scolaires. Golf TV Africa a sillonné quelques établissements pour vous.
Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Bienvenue à cette grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Merci de préférer le siège de l'information pour vous informer. Merci d'être au rendez-vous ce soir. Mesdames, Messieurs, je vous le disais, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en République du Bénin, les préfets des départements ont démarré depuis peu l'installation des différents conseils de supervision des communes, un organe politique créé à la faveur de la loi portant réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation. Dans le département de l'Atlantique, les installations se font à grand bruit, à l'exception de la commune d'Abomey-Calavi, où les conseillers minoritaires ont claqué la porte. Mesdames, Messieurs, nous aurons d'un instant à l'autre le point de la cérémonie qui s'est déroulée à Tori-Bosito. Voilà. On me dit que Gauthier Sédodé est en direct de la commune de Tori-Bosito. Tori-Bosito, où a eu lieu ce soir même, cet après-midi, l'installation du conseil, l'installation officielle par le préfet du département de l'Atlantique du conseil de supervision de la commune. Gauthier Sédodé, vous êtes en direct de Tori-Bosito. Bonsoir. Bonsoir, Charbel Ayou. Gauthier Sédodé, vous êtes donc sur le terrain, vous avez vécu cette cérémonie d'installation du conseil de supervision de la commune de Tori-Bosito cet après-midi, où vous vous trouvez encore ce moment. Dites-nous dans quelle ambiance s'est tenue cette installation. N'y a-t-il pas eu des tumultes et des mécontentements au point de faire intervenir les forces de l'ordre? Eh bien, Tabalayo, nous avons suivi du bout en bout l'installation ce mardi 13 septembre des membres du conseil de supervision de la commune de Tori-Bosito par le préfet du département de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia. C'est en respect des dispositions de la loi 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin. Charbel, il sonnait 14 heures quand l'autorité préfectorale a donné le top pour cette cérémonie d'installation dans la salle de délibération de l'hôtel de ville ici à Tori-Bosito. Eh bien, Charbel, je peux vous assurer, fort de ce que j'ai vu ici cet après-midi, que tout s'est bien déroulé, sans tiraillement, sans mécontentement. C'est dans une ambiance bon enfant que l'installation a été faite ici. C'est avec sourire aux lèvres que les conseillers sont sortis de la salle de délibération. La majorité UP, je vous le dis maintenant, a su donner une place à la minorité BR dans le conseil de supervision dans la commune de Tori-Bosito. Alors, Gauthier Sédodé, qui sont aujourd'hui les membres du conseil de supervision de la commune de Tori-Bosito, officiellement installé aujourd'hui par le préfet? Eh bien, le conseil de supervision installé ce jour se présente comme suit. Président Rogatien Akouakou, qui est d'ailleurs le maire de la commune, et comme membre, nous avons Cosmo Ayao Akondé, qui est le premier adjoint au maire de Tori-Bosito, Romain Kofi Latefa, deuxième adjoint au maire, Massenet Akiye, président de la commission permanente des affaires financières et économiques, Philomène Tcheko, présidente de la commission permanente des affaires domaniales et environnementales, Désiré Gounou, président de la commission permanente de la coopération et des relations avec les institutions, et enfin Clément Nagonou, président de la commission permanente des affaires sociales, culturelles et sportives. Gauthier Sédodé, une dernière question pour vous. N'avez-vous pas eu comme impression qu'il y a eu violation d'une quelconque manière des textes lors de cette cérémonie d'installation officielle du conseil de supervision de la commune d'Abomey-Calavi? Eh bien, je vous rassure, non, pas du tout, pas de violation, tout s'est déroulé conformément au test. Eh bien, nous avons même essayé d'écouter quelques conseillers des deux camps, le camp BR, le camp UP, tous assurent que tout s'est déroulé normalement conformément au test. Eh bien, cela montre à suffisance pourquoi il n'y a pas eu de mécontentement à la sortie donc de cette installation. Eh bien, Tabel, j'en profite pour vous donner une idée de la mission dont
attribué donc le conseil de supervision. Conformément aux dispositions de la loi, le conseil de supervision a donc pour mission d'adopter le budget et le cas échéant faire modification pour validation par le conseil communal, adopter l'organigramme et les manuels de procédure de la mairie pour validation par le conseil communal, adopter le plan de travail annuel proposé par le secrétaire exécutif, assurer le contrôle de la gestion du secrétaire exécutif, examiner les rapports d'activité du secrétaire exécutif ainsi que les rapports annuels de performance, d'autoriser donc les conventions d'importance significative autres que les marchés publics à passer par le secrétaire exécutif, délibérer sur les projets d'actes de gestion des propriétés foncières et des domaines de la commune, approuver enfin le règlement intérieur de la mairie proposé par le secrétaire exécutif Charbel Ayou. Gauthier Sédodé, vous êtes en direct de la commune de Toribosito où a eu lieu aujourd'hui, cet après-midi même, l'installation officielle du conseil de supervision de cette commune. Je rappelle que vous êtes avec Spero Aoussinou. Veuillez nous envoyer tout de suite le reportage pour qu'on puisse le diffuser aux téléspectateurs qui nous suivent. Merci Gauthier Sédodé. On nous attend ici à Golf TV Africa. À tout à l'heure donc. Mesdames, Messieurs, avant d'écouter les intervenants à cette cérémonie d'installation officielle du conseil de supervision de la commune d'Abomey-Calavi, je vous informe que les représentants des 9 pays membres du partenariat de Ouagadougou ont entamé ce mardi un atelier de 3 jours sur le financement des plans d'approvisionnement et de planification familiale. Il s'agira pour ces derniers de trouver des solutions idoines aux problèmes d'indisponibilité et d'inaccessibilité des produits contraceptifs dans les pays concernés. Golf TV Africa, imaginons. Impulser une dynamique collective sur les questions de planification familiale dans la sous-région, c'est la raison de cet atelier d'échange et de réflexion qui a réuni des représentants de 9 pays de l'Afrique de l'Ouest francophone, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Togo et bien évidemment le Bénin, tous membres du partenariat de Ouagadougou. Un partenariat qui a vu le jour en février 2011 et dont l'objectif est de mutualiser les ressources et les efforts pour l'approvisionnement et la disponibilité permanente des produits contraceptifs dans les pays membres. Un engagement que les membres ont de la peine à respecter ces dernières années pour diverses raisons. Cela fait donc plus de 10 ans que nous avons entamé cette expérience de travailler ensemble pour améliorer la disponibilité des produits contraceptifs de qualité dans nos pays. Pour rappel, le partenariat de Ouagadougou est basé, entre autres, sur la mutualisation des ressources, l'engagement des États à contribuer à l'achat des produits contraceptifs et surtout sur une augmentation régulière de leur contribution. En prenant cette option, nous avions anticipé sur les conséquences de la réduction de la contribution des partenaires et renforcé notre autonomie. Nonobstant cette ambition partagée, la plupart des pays membres n'ont pas pu respecter leur engagement. Aussi, la crise financière liée à la pandémie de la COVID-19 a-t-elle entamé une réduction de la contribution de certains de nos partenaires pour l'acquisition des intrants de planification familiale et révélé la nécessité de travailler ensemble pour réaliser cette autonomisation. C'est donc un sujet essentiel de développement de notre sous-région qui nous réunit ici à Cotonou. Ils auront donc 3 jours d'échange pour réfléchir sur de nouvelles stratégies à mettre en place afin de rendre les produits contraceptifs disponibles et accessibles à leurs concitoyens. À cet effet, plusieurs activités sont prévues. Ainsi, durant nos travaux, nous aurons à présenter l'analyse des plans d'approvisionnement 2022 des pays membres et préciser les besoins de financement complémentaires. Présenter une cartographie des principales et potentielles sources de financement des plans d'approvisionnement de chaque pays membre, ainsi que les mécanismes de leur mobilisation. Élaborer un plan de plaidoyer pour la mobilisation de ressources additionnelles pour le financement des plans d'approvisionnement 2022 des pays membres. Élaborer un plan d'action régional de mobilisation des ressources pour le financement des plans d'approvisionnement des produits de la planification familiale dans nos pays.
Cela permettra de baliser le chemin qui conduira vers une autonomie certaine. Cette alternative est indispensable, mesdames et messieurs, car la disponibilité des produits contraceptifs est une des conditions nécessaires pour la capture du dividende démographique afin de décoller sur le plan économique et social. Elle est aussi indispensable pour atteindre l'objectif du développement durable numéro 3. Les partenaires, à leur tour, félicitent les gouvernements des différents pays membres de l'Organisation ouest-africaine de la santé pour leur engagement dans l'atteinte des objectifs ambitieux de la planification familiale et les invitent par là même à plus d'efforts pour rendre les produits plus accessibles. Alors, le rapport de 2021 de l'index contraceptif indique que les gouvernements contribuent en moyenne 47% des financements des contraceptifs et 53% sont couverts par les partenaires techniques et financiers. Alors, de façon générale, les plans d'approvisionnement sont couverts à hauteur de 50%. Alors, c'est-à-dire donc que des gaps d'environ 50% restent à couvrir. Alors, nous devons donc tous continuer à faire des efforts pour couvrir ces gaps, pour garantir un accès universel aux services de planification familiale et par conséquent réduire les taux de décès maternels. Le gouvernement des États-Unis d'Amérique va continuer d'apporter son soutien au gouvernement à renforcer les capacités et à réduire le fardeau de la maladie tout en renforçant les systèmes de santé permettant aux pays de planifier, financer et gérer leur propre progrès. Les acteurs devront donc travailler pour l'approvisionnement et le maintien d'une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement qui restent des mesures essentielles pour rendre les contraceptifs modernes disponibles afin d'aider les familles à atteindre leurs objectifs de reproduction. La prise d'actes administratifs attend par le gouvernement au profit des travailleurs demeure à ce jour l'une des revendications les plus fréquentes et permanentes des centrales et confédérations syndicales. Au Bénin, le sujet agite les discussions et soulève des inquiétudes légitimes. Golf TV Africa y a consacré ce reportage que je vous invite à suivre. C'est l'élément essentiel et déterminant dans la carrière de tout agent de l'État. En effet, les actes administratifs peinent à être une réalité dans l'administration publique béninoise en raison de la lenteur qui la caractérise. C'est qu'il y a un relâchement qui s'observe. Il y a un relâchement qui s'observe surtout au niveau du personnel de l'administration publique, au niveau des civils. Parce qu'il faut reconnaître qu'au niveau des corps armés, parce que moi, mon papa fut un gendarme, au niveau du corps armé, surtout qu'aujourd'hui la police et la gendarmerie sont ensemble, et vous avez votre acte administratif, je crois que 3 mois ou plus après, vous constatez un changement sur votre salaire. Est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui là-bas? Je ne sais pas. Mais au niveau de la fonction publique, c'est pratiquement au niveau de la même chose. Il y avait eu une amélioration, mais il y a un relâchement qui s'opère. Et encore que, au niveau syndical, nous n'avons pas un instrument pour mesurer. Parce que quand les travailleurs ont leurs actes, chacun court selon ses relations personnelles afin de pouvoir bénéficier des avantages liés à cet acte administratif. Sinon, selon globalement les informations que nous avons, il y a quand même une amélioration qui s'est observée à un moment donné, mais aujourd'hui, il y a un relâchement par rapport aux avantages liés à ces actes administratifs. Sinon, les actes administratifs sortent. On a les actes sur papier, mais les avantages, ça traîne un peu. Pire encore, les rappels. Parce que là, les rappels ne viennent pas vite. Bon, ça peut-être peut se situer au niveau des camarades du ministère des Finances, parce que là c'est une autre paire de manches. C'est un chemin de croix pour les travailleurs par rapport au rappel. Le processus est amorcé. Il y a seulement quelques dysfonctionnements ou certainement quelques mécanismes en panne, parce qu'il faut reconnaître que la machine aussi, à des moments donnés, vous lâche. Et quand ça vous lâche, ça crée des préjudices importants aux travailleurs. La situation date de plusieurs années, regrette le secrétaire général de la CESUB. Pour Christophe Rouessionnon, la prise de ces actes est fondamentale dans la carrière des agents de l'État. Dans la fonction publique, tous les 2 ans, l'agent bénéficie d'un changement, disons, d'échelon.
et pourquoi pas d'échelle lorsque l'agent subit, disons, des avancements liés dans son corps. Et puisqu'il y a des concours professionnels qui sont organisés et qui permettent aussi aux agents de l'État de changer d'échelle. Donc vous convenez avec moi que l'acte administratif est fondamental. Mais il faut noter que l'agent a des difficultés. Et si ça traîne, c'est premièrement compte tenu de la lenteur administrative qu'on reconnaît à notre administration, à toute administration. Mais il est à noter qu'au niveau du ministère de la fonction publique, une réforme a été mise en chantier tout dernièrement. Et avec les nouvelles technologies de communication, l'agent en principe qui est à Kandy, qui est à Malanville, Matérise, doit pouvoir, sur la base, disons, des nouvelles technologies, avoir son acte sans grande difficulté. Et vraiment, il est souhaitable que cette réforme mise en chantier par Madame le ministre de la fonction publique puisse vraiment trouver jour et pérenniser pour le bien-être donc des agents de l'État. Au cœur des doléances adressées au gouvernement, la problématique liée aux actes administratifs fait tapis à l'occasion de la rencontre gouvernement centrale syndicale. Malheureusement, rien ne bouge vraiment, regrette Noël Chadaré de la Confédération des organisations des syndicats indépendants, COSI Bénin. Les actes administratifs ne sortent pas comme ça devrait être. On a le sentiment que on se retrouve dans une situation où, au cours du dialogue social, des négociations au dialogue social, des problèmes sont posés. On dit, OK, nous allons les régler. Nous allons les régler. On va mettre une commission. Les commissions siègent à Boycon. Et on revient de Boycon. Et on pense que toutes les parties étant présentes, les choses iraient plus vite. C'est-à-dire les commissions, c'est le ministère des Finances, le ministère concerné et, n'est-ce pas, le ministère de la fonction publique, pour que les choses aillent vite, mais on revient, mais on piétine. C'est des années durant. Et comment on peut comprendre que des travailleurs, des enseignants qui ont été, n'est-ce pas, reversés en 2008, ils continuent de percevoir le salaire de 2008 parce que, on devrait sortir l'arrêté interministériel de mise en formation. Ils ont déjà reçu la formation, il y a eu des corrections à faire sur les arrêtés pour de simples corrections. Depuis 2017, on court derrière cet arrêté interministériel. Et ceux-là attendent. Ils continuent de percevoir le salaire de B11 et C11, A3, 1, pendant que d'autres qui ont été formés, qui ont vu leur arrêté, n'est-ce pas, paraître, sont à 1,7, à 1,8. Et on est derrière cela, on dit on va corriger. Mais des travailleurs qui attendent la formation, je vous cite entre autres, qui attendent la formation, arrêté de mise en formation. Nous sommes fatigués de tourner en rond, nous voulons être payés à notre indice réel. Ce qui est juste, c'est une revendication juste. Personne ne me dira le contraire. Que nous soyons payés à l'indice réel. Et que les gens qui doivent recevoir des formations soient mis en formation au plus vite. Que cela soit réglé. Nous ne voulons plus que ça tarde. Nous en avons assez. Le gouvernement avait annoncé la modernisation de l'administration béninoise. L'accélération des actes administratifs est l'un des défis majeurs à relever afin d'amorcer le renouveau de l'administration publique.
Je vous le disais, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur au Bénin, les préfets des départements du Bénin ont démarré depuis peu l'installation des différents conseils de supervision des communes, un organe politique créé à la faveur de l'adoption de la loi portant réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Dans le département de l'Atlantique, les installations se font sans grand bruit, à l'exception de la commune d'Abomey-Calavi, où les conseils minoritaires ont claqué hier la porte. Nous sommes rendus aussi à Toribosito pour l'installation du conseil communal de ce jour. Golf TV Africa, Spéroa Oussinou, Côtier Sédodé, Janvier Hélette. Sur 6 des 7 communes où l'autorité préfectorale a procédé à l'installation des conseils de supervision, la résistance ne s'est fait observer qu'à Abomey-Calavi. À Toribosito, par contre, tout a été fait dans les règles de l'art. Et la majorité UP de Tori qui ont voulu donner une place à la minorité BR. Et ça prouve que ce n'est pas les partis politiques qui comptent à Tori, c'est le développement du maire et son engagement à appeler tous ses fils au labeur, au travail bien fait pour le développement de cette commune qui importe. Nous pensons que c'est une très bonne chose, c'est une leçon que nous sommes en train de donner à d'autres communes. Nous sommes en train de donner une leçon de développement à toutes les communes. Parce que le président de la République, que ce soit BR ou UP, nous sommes tous les Béninois. Et c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis très content et très ravi du comportement du maire qui a voulu personnellement travailler pour que les deux partis politiques qui existent à Tori restent ensemble pour le développement de la commune Toribosito. Et bravo pour cette équipe qu'on vient d'installer, une équipe de jeunes et parité genre. Remercier tout le monde pour que vous devez constater d'ici à là le développement de Tori. Ça y est. Il n'y avait pas de guéguerre, il n'y avait pas de problème autour de cette installation. Vous allez constater même dans la parole du préfet, c'est comme si Tori est une école qu'il faut faire amener d'autres communes pour qui partagent l'expérience. Parce que les frères sont ensemble, les frères, c'est les frères. Malgré la diversité des bords politiques, la partie minoritaire s'est vue attribuer une commission, fait remarquer l'un des membres du conseil de supervision. Le sentiment qui m'anime est que Toribosito est désormais reparti sur la base d'union. Et vous n'êtes pas sans savoir que conformément aux dispositions du code de l'administration, le conseil de supervision est installé et le maire a montré une fois encore qu'il est apte pour l'union des filles et des fils de Toribosito. Vous aurez dû constater ça dans l'ossature, n'est-ce pas, des membres des présidents de commission. Vous avez constaté que malgré la minorité du parti BR, donc a eu donc un membre qui est président de commission, et je crois que c'est à l'actif du maire et c'est l'esprit d'ouverture, n'est-ce pas, du maire prôné par le parti Union Progressiste Le Renouveau. Sans contestation, et comme le préfet l'a d'ailleurs dit, c'est la cérémonie la plus courte du département de l'Atlantique. Ça dénote de combien nous sommes unis à Toribosito et je crois que ça va à l'actif du maire. Pour le préfet de l'Atlantique, Toribosito rime avec l'unité de ses fils et filles malgré les divergences. Une très bonne ambiance, comme d'habitude à Toribosito, un conseil communal soudé où l'on sent l'unité, la solidarité, la convivialité, bien que ça soit un organe politique. Nous avions eu 14 conseils communaux sur 15, le 15e étant empêché. Et tout s'est bien déroulé, comme cela a été le cas à Ouida ce matin déjà, comme ce fut le cas dans les autres communes comme Tofor, Oumassé, Zé, Soava, Alada devant être installé après. Donc sur 8 communes du département de l'Atlantique, 7 sur instruction du ministre de la décentralisation de la gouvernance locale, 7 ont été installés et je vous dis qu'ici, comme on le dit, tout est bien qui finit bien, c'est dans une très bonne ambiance que nous avons installé le conseil de supervision de Toribosito. Déjà, c'est beaucoup de qualités qui sont développées ici depuis la 4e mandature. C'est, comme je vous l'ai dit,
une certaine unité d'action tout au moins, à défaut de l'unité d'esprit. La fraternité, la solidarité est quand même une gouvernance qui commence par s'améliorer parce que vous le savez, le socle de tout développement, c'est la gouvernance. Et c'est pour cela que le chef de l'État s'emploie tous les jours pour créer les conditions au niveau des communes pour que cette gouvernance soit exemplaire. L'autorité préfectorale rejette les accusations portées à son encontre et appelle les différents bords à l'unité et au développement de la commune d'Abomey-Calavi. La nouvelle ville à statut particulier s'illustre de plus en plus dans des dossiers qui entachent son honorabilité, a-t-il indiqué. C'est les mêmes tests que nous avons, utilisés au niveau des 6 autres communes dont j'ai cité les noms tout à l'heure. Et c'est notamment, les lois sur, je vais dire la loi plutôt sur le code de l'administration territoriale, mais c'est également la loi numéro 2020-13 du 4 juin 2020 portant interprétation et complétant la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. Ce sont donc ces 2 lois qui ont guidé le processus d'installation des conseils de supervision. Et comme je l'ai dit déjà ailleurs, c'est, le même processus, la même procédure dans les autres départements, dans les autres communes. Et donc, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. J'avoue que j'ai été surpris. Et heureusement que ce n'est que Calavi, mais je vous avoue que aujourd'hui, j'ai appris à réagir par rapport à cette situation par le silence. Je vais peut-être vous décevoir. Je ne voudrais pas vraiment épiloguer sur cette question parce que je me dis qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat, n'est-ce pas? Nous avons pu aller au bout à Calavi du processus d'installation. C'est déjà vraiment bien. J'ai regretté la réaction de cette minorité BR. J'ai même entendu des choses invraisemblables, des choses, excusez-moi, je ne veux pas dire de gros mots. C'est pourquoi je dis, je ne voudrais pas vraiment échanger par rapport à cette question. Je le regrette parce que un préfet est d'abord l'homme de toutes les parties, ou si vous voulez, de tous les partis. Mais je dis de toutes les parties parce qu'il n'y a pas que les partis politiques. Il y a le citoyen, il y a les associations, je peux dire de toutes les parties. Donc c'est l'homme impartial qui est là pour écouter tout le monde. Et donc, le préfet que je suis, comme les autres préfets, ne saurait parler de régionalisme, ne saurait, n'est-ce pas, chasser des gens de la salle. Moi, je veux du monde pour faire le travail. Mais maintenant, quand les gens se décident à boycotter, je n'y peux rien. Mais lorsque vous voulez boycotter, vous sortez tranquillement. Lorsque vous cherchez à perturber, c'est mon devoir, n'est-ce pas, de faire en sorte que leur liberté, la liberté de ceux qui veulent boycotter, s'arrête à partir de celle où la liberté des autres commence. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Je crois qu'il n'y a pas de quoi vraiment, comme je vous ai dit, c'est de la pécadille. Nous avons géré. Et je suis heureux de savoir que dans les 6 autres communes, tout s'est bien passé dans l'ordre, dans la discipline, dans la courtoisie. Et je voudrais, n'est-ce pas, rendre hommage à tous ces conseillers communaux qui ont travaillé pour cela. Donc, je vous confirme que le préfet de l'Atlantique n'a rien inventé. Il a fait conformément aux tests de la République, conformément aux lois et règlements de la République. Et s'il n'y a pas eu de remous dans les autres communes, c'est que nous devons nous interroger, nous devons nous remettre en cause à Abomey-Calavi, toujours à Abomey-Calavi. La commune d'Alada reste la dernière commune qui attend l'installation de son conseil de supervision dans l'ensemble des 8 communes du département de l'Atlantique.
Mesdames, Messieurs, je vous informe une fois encore que nous devrions recevoir le conseiller communal d'Abomey-Calavi, Bigbe Brice Adonon. Bigbe Brice Adonon, parce qu'il ne venait pas juste à une certaine heure, même après le démarrage de cette messe de l'information, la rédaction s'est proposée de le rappeler. Brice Bigbe Adonon nous a dit qu'il ne viendra plus, qu'il ne sera plus là. Et parce qu'il aurait une réunion certainement avec le secrétaire national de son parti. Mais hier, il nous a confirmé qu'il sera là. Ce matin, il nous a donné confirmation qu'il sera là. Et on lui a dit d'être là au plus tard, à 15 minutes avant le démarrage de cette messe de l'information. Il a accepté. Mais parce que jusqu'à une certaine heure, on ne le voyait plus, nous, et puis que cette messe de l'information a commencé respectueusement, pour respect pour sa personne et pour les téléspectateurs, pour le peuple noir que vous êtes, nous l'avons appelé. Et il nous informe qu'il ne sera plus là, il ne pourra plus être là, qu'il a rendez-vous avec une réunion avec le secrétaire national de son parti. C'est de l'irrespect. C'est de l'irrespect d'abord pour vous, téléspectateurs, vous, peuple béninois, qui nous suivez. Puisque dès qu'il nous a donné confirmation, nous vous l'avions annoncé. Nous vous avons confirmé qu'il sera là. Et pour ces raisons-là, il décide de ne pas être là. Donc, il se fout pas mal de vous, chers téléspectateurs. Il se fout pas mal de vous. Et nous avons estimé que c'est de l'irrespect. Un homme politique de sa trempe ne devrait pas se comporter comme cela. Il devrait tout au moins nous appeler pour nous dire qu'il ne pourra plus être là. Et nous allons vous en informer. Mais non, il attend qu'on l'appelle. C'est de l'irrespect. C'est un manque de considération. Il manque de considération. Il est face à son avenir. Il est en politique. Il est là face à son avenir, face à son destin. Et s'il poursuit comme cela, je pense bien qu'il aura du fil à retordre avec la politique et avec son avenir. Mesdames, Messieurs, au nom de la rédaction de GovTV Africa, je vous présente toutes nos excuses. Vous avez donc compris ce qui s'est passé. Et il estimait que le préfet, hier, lors de l'installation du conseil de supervision de la commune d'Abomey-Calavi, avait violé certains textes. Mais si c'est le cas, il devrait venir l'expliquer, ou tout au moins nous informer, pour vous informer qu'il ne pourra plus être là. Il se fout pas mal de vous. Je crois que ce n'est pas la bonne méthode. Monsieur Bigbe Brice Adonon, changez de fusil d'épaule. Conformément au calendrier académique 2022-2023, l'année scolaire 2022-2023 commence le 19 septembre prochain. À quelques jours de la reprise des classes, la plupart des établissements scolaires ont commencé à faire leur toilette et prendre les dispositions nécessaires afin que la rentrée commence sans difficulté pour apprenants et autres acteurs du système éducatif. GovTV Africa a parcouru quelques centres d'éducation pour voir un peu comment se prépare la préparation. Ulrich Alasobakpe, Flavien Zoman. C'est la course contre la montre dans la plupart des établissements scolaires au Bénin. Élèves et enseignants reprendront à nouveau le chemin des classes dès le lundi 19 septembre 2022, conformément au calendrier scolaire. Chefs d'établissement et personnel mettent à cet effet les bouchées doubles afin que tout soit au pas avant le jour J. Si par endroit l'on s'attelle encore au toilettage et à la préparation des matériels, dans la plupart des écoles parcourues, tout est fin prêt. Vous l'auriez constaté, pas ici, surtout sur les autres sites, on a commencé par reprendre la peinture. C'est très important. Ici aussi, vous avez constaté qu'on a rénové la plaque et les peintres vont commencer les travaux. Les menuisiers ont déjà fini ce qu'ils doivent pouvoir faire. Et je crois quand même que nous sommes déjà prêts. Nous sommes déjà prêts à lancer les activités le premier jour de la rentrée. Le premier jour. C'est pour cela que nous demandons surtout aux parents de prendre leurs dispositions. Les inscriptions ont commencé depuis. Et il y a certaines classes déjà qui sont presque pleines. Et les retardataires ne pourront pas avoir de place. Il y a ce que nous appelons les préparations matérielles, c'est-à-dire la logistique. Les classes, est-ce qu'il y a des toits qui ont coulé? Est-ce qu'il y a des sols qui sont cassés? Est-ce qu'il y a des ampoules qui ne marchent pas? Est-ce qu'il y a des zèbres à des endroits donnés? Donc nous mobilisons tout le monde, tous les acteurs du métier pour faire en sorte que notre établissement soit vraiment à même de recevoir
les apprenants le jour de la rentrée. En dehors de la préparation logistique, il y a aussi la préparation intellectuelle, surtout avec le corps enseignant. Là aussi, tout est au point, selon les chefs d'établissement rencontrés. Les enfants sont encadrés par des professeurs, parce que pour diverses raisons, il y en a qui quittent l'établissement, il y en a qu'on aide aussi même à partir des fois. Et donc, il faut revoir tout ce Bataclan-là, essayer donc de monter des équipes, parce que c'est une question d'équipe. On ne met pas n'importe quel joueur sur l'aire de jeu. Et surtout les classes d'examen, c'est des collègues vraiment qui répondent aux conditions et qui ont l'expérience et l'expertise nécessaires que nous essayons de mobiliser pour discuter avec eux de leur disponibilité afin que les emplois étant soient conçus et établis conformément, n'est-ce pas, à leur disponibilité et surtout aux exigences, n'est-ce pas, de notre métier. Et chez nous ici, nous pensons avoir fait pris tous ces dispositifs-là déjà pour que la rentrée se passe très bien. La rentrée, ce n'est pas que les écoliers et les lycéens, c'est également les tout petits apprenants. Dans cette école maternelle, le promoteur assure les parents du niveau de préparation. Déjà, nous sommes à la pré-rentrée et on est en train de tout profiler pour que les enfants viennent rester dans un bon cadre. Là, nous sommes déjà prêts, totalement prêts, il faut le dire, parce que les salles sont déjà nettoyées, tout est prêt, il y a déjà l'installation des bancs, chaises, la direction fonctionne déjà. Donc, tout est à fin prêt pour que déjà le lundi, les enfants viennent et commencent à apprendre en même temps. Les enseignants aussi sont déjà disponibles. Donc, les enfants vont commencer par vraiment étudier à partir du premier jour. On va commencer par les activités d'enseignement. Les inscriptions ont commencé timidement, il faut le dire. Je suis sûr que déjà, à la rentrée, à cette rentrée, ils sont très nombreux et ils seront aussi satisfaits. Et pour avoir cette satisfaction à la fin de l'année, les parents doivent aussi jouer leur partition en apprêtant les fournitures scolaires et l'accompagnement qu'il faut à leur progéniture, selon ce chef d'établissement. La préparation de la rentrée aussi, ça concerne les parents. Parce que là, c'est le plus difficile. Il faut penser, payer une partie de l'écolage, il faut acheter la fourniture, il faut veiller à la santé de l'enfant, il faut vraiment beaucoup parler à l'enfant. Quand tu vas cette année, prends-toi au sérieux, travaille bien, ne fais pas les mauvaises compagnies, fais en sorte que ton année soit une année réussie. Et donc, nous demandons aux parents de ne pas se fatiguer parce que c'est notre responsabilité. C'est nous qui avons fait ces enfants-là, c'est nous qui les envoyons à l'école. Nous devons continuer à faire en sorte que leur encadrement, leur suivi, n'est-ce pas, ne souffre d'absolument rien, de façon à ce que l'année scolaire puisse leur être validée. Fini donc les vacances de 2022 pour les apprenants. Il est temps de ranger les télécommandes et les jouets et se concentrer dès à présent sur les livres et les cahiers en attendant la rentrée proprement dite prévue pour lundi prochain. Conformément donc au calendrier scolaire établi par les autorités en charge de l'éducation, c'est lundi prochain que démarre donc la rentrée. La pré-rentrée a démarré depuis hier dans tous les établissements. Golf TV Africa a sillonné aussi pour vous quelques établissements primaires. Suivez. Pour les établissements primaires publics parcourus ce lundi, les activités liées à la pré-rentrée ont démarré timidement. Quelques parents y viennent pour des formalités de transfert. Je suis venu dans l'école là pour prendre les papiers de mes enfants. Ils sont là. Comme j'ai déménagé dans le quartier, donc je voulais les inscrire ailleurs, dans le nouveau quartier où je suis arrivé maintenant. Et je suis venu prendre le certificat de scolarité de mes deux enfants qui sont ici inscrits dans cet établissement-là. Okay. J'ai pris les bulletins de mes élèves, de mes enfants. J'ai photocopié leur certificat, leur extrait de naissance. Donc je vais aller voir la directrice maintenant pour les formalités. Je voulais la voir. Quand même, la rentrée, je sais que ça approche. Donc je me prépare pour ça. C'est pourquoi je suis arrivé pour prendre les papiers pour les inscrire dans la nouvelle école où je suis arrivé. J'ai mes enfants qui fréquentent dans cette école et j'ai voulu les déplacer pour une autre école et je suis venue chercher leur certificat de scolarité.
Mais dommage que j'ai pas voulu les déplacer de cette école quand même, parce que l'école m'a vraiment plu, mais j'ai pas le choix de les déplacer. Ils travaillent normalement très bien dans l'école, mais on était tout juste à côté et maintenant nous sommes plus à côté, nous sommes un peu loin d'ici. C'est pour ça que j'ai voulu les déplacer. J'étais ici de passage de nombreuses fois. J'ai pas vu personne. Mais aujourd'hui, comme j'ai su que c'est l'après-rentrée, il aura les maîtres et les directeurs. C'est pour ça que je suis venue ce jour. Les parents devront profiter de cette période pour inscrire leurs enfants afin de faciliter le démarrage des cours dès la rentrée, insiste cet enseignant. Ça a commencé timidement. C'est le premier jour, donc il n'y a pas du tout d'affluence comme vous le voyez de vous-même. Et le problème, c'est que les parents pensent toujours que la pré-rentrée, c'est pour les enseignants. Donc il me semble qu'il y a un truc là de communication qui doit se faire pour que les parents sachent que c'est à la pré-rentrée qu'ils doivent venir faire les inscriptions, c'est à la pré-rentrée qu'ils doivent venir chercher la liste des fournitures pour qu'à la rentrée, on puisse commencer réellement les classes. Donc on fait toute la semaine là, c'est pour faire la pré-rentrée au cours de laquelle il y a d'autres activités pédagogiques, mais aussi les inscriptions et les listes de fournitures. Comme ça, dès la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine d'après, les cours commencent normalement. Les parents n'ont pas l'information. Eux, ils pensent que la pré-rentrée, c'est pour les enseignants, alors que c'est le moment qui est dédié à eux pour pouvoir venir faire les inscriptions et tout ce dont ils ont besoin. L'école, déjà, nous sommes là pour recevoir. Bon, maintenant, l'autre chose qu'on peut peut-être faire, et là, je pense que c'est peut-être les chefs quartiers qu'il faut mettre à contribution pour qu'ils puissent gongonner et faire sortir les parents afin qu'ils puissent venir faire les inscriptions et tout ce qu'ils doivent faire pendant la période de la pré-rentrée. Le gouvernement satisfait en partie à certains besoins des acteurs du système éducatif, fait savoir la directrice de l'EPP Siké Sud à Cotonou. Les enseignants n'attendent que les parents, a-t-elle indiqué. Tout est fait prêt pour que la rentrée soit effective. Nous avons déjà eu la mutation des enseignants. Ici, nous avions un vide qui a été comblé, on nous a envoyé du personnel. Les nominations aussi ont été faites, les nouveaux directeurs ont pris fonction. Les formations diplômantes pour les nouveaux curricula de formation pour les nouveaux maîtres du CI et des nouveaux directeurs aussi. Cette formation a été aussi faite. Nous avons reçu la première partie de la subvention pour démarrer les activités pédagogiques effectivement. Et là, nous sommes ici pour la période de la pré-rentrée, pour commencer les activités préparatoires. Alors, du côté du gouvernement, nous pouvons dire que oui, tout est fin prêt. Et actuellement, nous sommes ici, nous avons ouvert depuis 8 heures. Nous attendons toujours les parents d'élèves qui viennent avec les nouveaux élèves inscrits, ainsi que les tout petits qui doivent être recrutés. Donc, nous sommes là. Et nous nous conformons d'ailleurs à l'établissement de l'agenda envoyé depuis le ministère. Et tout suit son cours. Les passations de service entre directeurs sortants et entrants, ces passations s'effectuent. Et je crois que les chefs de région pédagogiques ont anticipé d'ailleurs. Et je crois dans la majorité des écoles, les nouveaux directeurs ont pris fonction. Ce matin, nous allons tenir le premier conseil des enseignants. Dans cette journée, chez nous ici, nous irons tout à l'heure à la circonscription scolaire pour tenir la première réunion des directeurs. Et après, les jours suivants, nous allons commencer le recrutement, déjà même qui a commencé avec l'arrivée de quelques parents. C'est un peu timide, mais nous allons, dans le même temps, faire le recrutement et l'inscription des nouveaux élèves. Pendant ce temps, les quelques anciens élèves que nous avons sous la main, nous les sollicitons d'office pour le nettoyage de l'enceinte de l'école, des salles de classe et des abords. Dans plusieurs écoles parcourues, on note une pré-rentrée timide, réduite par endroits aux demandes de certificats de scolarité.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes au siège de l'information, la grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Mesdames, Messieurs, merci de toujours nous préférer. Nous abordons là la deuxième partie, l'actualité hors de nos frontières. D'abord, le Mali et la Mauritanie qui partagent plusieurs axes de coopération, en particulier dans le cadre de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal. C'est pour renforcer cette coopération bilatérale que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu en audience le ministre mauritanien du pétrole et des mines. Ce dernier était porteur du message du chef de l'État mauritanien. Écoutons le ministre mauritanien du pétrole et des mines au terme de l'audience. J'ai l'honneur d'être reçu par le président de la transition du Mali, chef de l'État, M. Assimi Goïta, et lui transmettre le message de son frère, M. Mohamed Cheikh Razouani, président de la République islamique de Mauritanie, ayant trait à l'OMVS et à son développement. Le président a adressé à son frère, le président Assimi Goïta, ses salutations fraternelles, sa haute considération, ses vœux de prospérité pour le peuple malien, et l'a assuré de la détermination de la Mauritanie à renforcer la coopération avec le Mali et avec les autres pays membres de l'OMVS pour accélérer le développement de cette organisation commune dont nos pays dépendent si crucialement pour leur alimentation en eau, pour leur énergie, et nous espérons demain pour la navigation. Mesdames, Messieurs, le Mali, toujours, qui célèbre ce 13 septembre la journée africaine de la propriété intellectuelle. Sous le thème « Propriété intellectuelle, levier de l'industrialisation et de la diversification économique en Afrique ». À cette occasion, le ministre du Commerce et de l'Industrie du Mali a délivré un message. Il revient sur l'importance de la journée. Imaginons. Ces dernières années, les technologies transforment notre façon de travailler, de vivre et même de voir. C'est dire que nous sommes dans un monde interconnecté. Le lien est ainsi établi entre les technologies et l'économie afin de garantir un bon système de propriété intellectuelle. D'où une journée entière dédiée à la technologie et à la propriété intellectuelle. Cette journée, instituée en 1999 par la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine, est l'occasion pour les États, la société civile, les partenaires au développement, d'analyser les politiques, les stratégies et les pratiques impliquant la propriété intellectuelle et la technologie en vue de parvenir à une diversification de l'économie de nos États. Cette année, notre pays, à l'instar des autres, célèbre la journée sous le thème « Propriété intellectuelle, levier de l'industrialisation et de la diversification économique en Afrique ». Le choix de ce thème s'explique par notre ferme volonté de faire de la propriété intellectuelle un levier important du processus de développement industriel et de diversification des économies de nos États. Revisiter l'histoire de l'OAPI en relevant les différentes transformations à l'aune de ces deux principales missions. Beaucoup d'actions sont entreprises par les autorités de la transition pour relever d'énormes défis liés à l'industrialisation du continent et la diversification de son économie. Le gouvernement, dans sa politique visant au développement socio-économique de notre pays, a fait de l'utilisation stratégique de la propriété intellectuelle un maillon essentiel pour le développement industriel, la création des richesses, des emplois et de la diversification de son économie. En marge de la célébration, des événements sont au programme, à savoir la célébration du 60e de l'organisation et la 9e édition du Salon africain de l'invention et de l'entreprise innovante. 75 élèves venus de toutes les académies du Mali ont bouclé une visite de 3 jours. Ce voyage intégrateur est organisé par le ministre en charge du tourisme. Plusieurs ouvrages et sites touristiques ont été visités par ces élèves et leurs encadreurs. Suivez. Ce voyage intégrateur est initié par le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Il a permis aux 75 jeunes venus des 25 académies du Mali de visiter des ouvrages et des sites touristiques de la région de Ségou. Parmi ces sites, le barrage de Markala, moteur de l'agriculture en zone office du Niger,
les 7 vestibules d'Oura Biton Koulibaly à Sekoro, capitale du royaume Bambara de Ségou. Dans un objectif global de relance et de repositionnement du tourisme, nous voulons faire ramener l'activité touristique dans notre pays, de développer la forme de tourisme interne et domestique. Et la frange de la société qu'on a mis en premier lieu, c'est la frange juvénile. Ce voyage intégrateur est une belle initiative. Après avoir fait l'histoire de Ségou à l'école, je me dis que c'est mieux vraiment d'être sur le terrain et de vivre la sensation. Les 3 premiers par académie d'enseignement au DF 2022 se sont ressourcés et ont acquis de nouvelles connaissances. C'est que ce barrage de Markala apporte dans l'économie de notre pays. Ces différentes visites leur permettent de s'enquérir davantage des réalités de leur pays. Aujourd'hui, ce qu'on leur demande, c'est surtout de se consacrer aux études. Je leur ai dit qu'il est plus facile d'accéder au sommet que de s'y maintenir pendant longtemps. Le maintien, c'est l'effort. Donc, il faut qu'ils poursuivent et qu'ils intensifient l'effort par rapport aux études. Autre temps fort de l'étape de Ségou, la plantation d'arbres dans la cour du groupe scolaire Banyou Boiré de Ségou dans le cadre de la protection de l'environnement et la culture de la citoyenneté. L'attaque du convoi d'un sénateur Ifeanyi Uba dans le sud-ouest du Nigeria a fait 5 morts dimanche dernier. Cet incident meurtrier a eu lieu dans l'est d'Anambra où le mouvement indépendantiste pour les peuples indigènes du Biafra, IPOB, est actif. Reportage. Il n'y a pas eu de revendication après l'attaque du convoi du sénateur Ifeanyi Uba. Cet élu membre de l'opposition est affilié à un parti marginal, le Parti des jeunes progressistes. Il était en route pour son village d'origine le dimanche 11 septembre 2022 lorsque des hommes armés ont ouvert le feu sur son passage. Ifeanyi Uba, qui voyageait dans une voiture blindée, en est sorti indemne, mais 2 policiers qui l'escortaient, 2 de ses assistants et un passant ont été abattus selon les autorités locales. 2 autres membres de l'escorte policière ont été blessés et transportés à l'hôpital. Ce n'est pas la première fois qu'un convoi officiel essuie ce genre d'attaque. Fin août, l'escorte de la commissaire à l'enfance et aux femmes de l'État de Zamfara s'était retrouvée prise dans une fusillade dans cette région du nord-ouest où sévissent de nombreux gangs armés. Début juillet, des hommes armés ont lancé un assaut contre un convoi transportant des membres de la sécurité rapprochée du président Muhammadu Buhari, non loin du village natal du chef de l'État, dans la région de Katsina. Ces incidents à répétition rappellent que l'insécurité est désormais généralisée dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Plus de 3000 agriculteurs ougandais ont triplé leur rendement et amélioré les revenus de leurs ménages. C'est après avoir acquis des compétences dans la culture de variétés de céréales hybrides en provenance de la Chine. Le projet avec le gouvernement ougandais a débuté en 2012 dans le cadre du fonds fiduciaire FAO Chine pour la coopération sud-sud. Il est maintenant entré dans sa 3e phase. Reportage. Robert Sakula est le riziculteur dans le district de Budaleja, dans l'est de l'Ouganda. Il cultive une variété traditionnelle de riz depuis 1975. Mais lorsque le gouvernement chinois a construit le système d'irrigation du riz Doro à Budaleja, Sakula et 3000 autres Ougandais ont été formés et initiés à la variété de riz hybride. With our local varieties, we used to get about 1 ton. Avec notre variété locale, nous avions l'habitude d'obtenir environ 1 tonne par acre par saison. Mais avec la semence de riz hybride, nous avons réussi à en obtenir 4. Donc c'est une petite amélioration. Les nouvelles compétences en riziculture ont été transmises à plusieurs centaines de petits exploitants qui possèdent désormais des parcelles dans ce périmètre. Beaucoup de jeunes sont aussi employés ici. Le riz est l'une des cultures céréalières les plus importantes en Ouganda. Il est principalement cultivé par de petits exploitants agricoles pour générer des revenus, tandis qu'une partie est conservée pour la consommation. L'Ouganda produit environ 350 000 tonnes de riz par an, mais ce n'est qu'une fraction de ce qui est nécessaire à la consommation locale. L'objectif est dorénavant d'en produire plus de 680 000 tonnes chaque année. Des agriculteurs comme Sakula disent qu'à environ $12 le kilo, le coût de semences hybrides est encore trop élevé. We need also some labor-saving technologies
Nous avons également besoin de technologies permettant d'économiser de la main-d'œuvre, comme peut-être ces motoculteurs, des désherbeurs à pousser et même certaines moissonneuses-batteuses. En tant qu'agriculteurs, nous perdons près de 15 à 25% de notre rendement à cause des manipulations post-récolte. Le riz serait l'une des céréales les plus commercialisées dans la région de l'Afrique de l'Est et la demande connaît une croissance. En 2020, l'Ouganda a emporté du riz pour une valeur approximative de 100 millions de dollars. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture affirme que l'Ouganda et la Chine s'efforcent d'améliorer la technologie de la riziculture. Le projet de 12 millions de dollars profitera à 9 600 autres petits exploitants agricoles en Ouganda pour accroître les rendements et améliorer les revenus. Les machines agricoles seront une composante importante de la troisième phase au cours de laquelle les agriculteurs seront formés. Les agriculteurs seront soutenus pour adopter l'utilisation de toutes sortes de machines agricoles, à la fois pour la production et aussi pour la manutention post-récolte. Depuis 2009, la Chine a fait don de 130 millions de dollars à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture afin de soutenir la production alimentaire en Afrique par le biais de la coopération Sud-Sud. Plus de 70 000 personnes dans les zones rurales ont bénéficié de ces compétences et profitent désormais d'une meilleure sécurité alimentaire. Lors d'une conférence de presse tenue récemment à l'ambassade de la Russie à Alger, l'ambassadeur de Russie, Valerian Chouavev, a déclaré que le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déposé une demande officielle pour que son pays rejoigne le groupe des BRICS. Comment l'Algérie pourrait-elle tirer profit de cette éventuelle adhésion au groupe des BRICS? Reportage. Dans le cadre des efforts de l'Algérie visant à renforcer sa puissance économique, sa demande d'adhésion au groupe des BRICS traduit sa volonté et son intérêt à renforcer ses partenariats avec les pays de ce groupe et à réaliser de grands gains économiques. Parlons de l'adhésion de l'Algérie au BRICS. La philosophie de l'Algérie et du groupe BRICS convergent dans de nombreuses perceptions du nouvel ordre mondial. La Chine et la Russie sont partenaires de l'Algérie. La Chine est le premier fournisseur de l'Algérie. Il existe de nombreux partenariats entre eux dans les domaines commerciaux, économiques, technologiques et médicaux et dans bien d'autres domaines. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait précédemment exprimé l'intérêt de son pays à rejoindre les BRICS, qualifiant cette démarche de possible, notant que l'Algérie possède les conditions d'adhésion. Les experts estiment que les pays des BRICS considèrent l'Algérie comme un pays à fort potentiel économique et possède un emplacement stratégique important. L'Algérie a les capacités et tous les atouts qui la qualifient pour rejoindre le groupe des BRICS qui est basé sur la confiance mutuelle entre tous les membres, basé également sur le rapprochement des peuples afin de communiquer et de développer les relations entre eux et basé aussi sur le principe de bâtir un nouvel ordre mondial fondé sur la justice, l'égalité, le maintien de la paix et de la sécurité mondiale. L'ambassadeur de Russie en Algérie, Valerian Chouavev, a déclaré que Moscou ne s'opposait pas à la volonté de l'Algérie de rejoindre le groupe des BRICS. Il a également révélé qu'il y avait une décision préliminaire d'une visite du président Tebboune en Russie avant la fin de l'année. La Russie n'a pas d'opposition ni de problème à ce que l'Algérie rejoigne les BRICS ou de coopérer avec elle. Il y a une demande officielle de l'Algérie à cet égard. Nous avons discuté de cette question, notamment avec la Chine et avec les autres membres. Et bientôt, nous nous mettrons d'accord sur quelques points. Le groupe des BRICS comprend actuellement 5 pays, à savoir la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud, qui représentent environ 25% de l'économie mondiale et 18% du commerce des marchandises.
La Tunisie fait face à une pénurie de plusieurs denrées alimentaires alors que le pays se trouve en pleine crise économique et politique. Après l'essence, c'est au tour de la farine, du sucre, du beurre ou encore de l'eau minérale de manquer. Face à cette crise, les Tunisiens réclament des solutions concrètes de la part des autorités accusées de mauvaise gestion. Reportage. Des camions de livraison à l'arrêt attendent désespérément un chargement qui n'arrivera pas. Dans cette usine de la banlieue sud de Tunis, il est devenu impossible d'assurer la distribution quotidienne de boissons aux milliers de bars, de restaurants ou encore de supermarchés du pays. En cause, une pénurie de sucre qui paralyse depuis des semaines le pays tout entier. Pour Souil Boukriz, représentant syndical de la société de fabrication des boissons de Tunisie, pionnière dans ce domaine, l'incertitude règne quant à une reprise prochaine de l'activité. Pour lui, le gouvernement, seul responsable, doit impérativement trouver des solutions pour sortir le pays de la crise. Nous avons commencé à ressentir ce problème à la fin du mois de juin et qui s'est traduit par un grand manque des quantités que met à disposition l'Office du commerce. Avant, au mois de juin, nous arrivions à avoir les quantités habituelles, mais depuis, nous n'avons pas les quantités requises, ce qui a une répercussion sur la production. Est-ce que demain matin, si je vais à l'usine pour travailler, arrivera-t-elle à tourner normalement ? Oui ou non ? C'est la question que nous nous posons tous. Nous n'attendons que des promesses. C'est pour bientôt, c'est pour demain, après-demain, etc. Je peux vous affirmer que cette situation et ces promesses, nous les entendons depuis juin. Et cette pénurie touche également les restaurateurs, les pâtissiers et les boulangers du pays. À la tête d'une chaîne de salons de thé qui a fait sa renommée à travers ses pâtisseries de haut de gamme, Radja Kamoun craint des pertes considérables si la situation ne s'améliore pas rapidement. Parmi la longue liste des produits alimentaires manquants, outre le sucre, c'est le manque de beurre et de farine qui paralyse tout un pan de l'économie tunisienne. Face à une telle crise, l'absence de communication des autorités empêche ces commerçants d'anticiper les pénuries et de mettre en place d'éventuelles alternatives. Une pénurie et des augmentations de prix à ne pas finir, et surtout la pénurie, si ça perdure, ça peut engendrer beaucoup de problèmes. Effectivement, sans farine ou sans sucre ou sans beurre, on ne peut pas travailler. Et donc, on va arrêter de travailler. On peut trouver des substituts pour certains produits, mais pas pour tout. Donc, c'est grave. Et on attend vraiment la solution qui arrive à l'échelle nationale. Ce que je reproche aussi au gouvernement, et c'est très important, c'est qu'il n'y a pas de communication. C'est quelque chose de très, très important. Si on savait ce qui se passe, si on savait ce qui va se passer, ça réduit beaucoup notre stress et le temps qu'on passe tous les jours à trouver des solutions. Si la crise des carburants est aujourd'hui derrière les Tunisiens, celle des produits alimentaires est bien partie pour s'installer. Sucre, café, riz, pain ou encore eau minérale, autant de produits difficiles à trouver en quantité. Dans certaines villes recluses du pays, il est même devenu quasi impossible de se les procurer. En pleine crise économique et politique, la coupe est pleine pour ces Tunisiens, là de voir leurs conditions de vie se dégrader à vue d'œil. Tout est disponible, il y a seulement une mauvaise gestion. Tous les produits sont disponibles et si ce n'est pas le cas, ils le sont sur le marché international. Le problème réside donc dans la gestion chaotique. Nous avons une agriculture en perdition, notamment au niveau des légumes, où 25% finit à la poubelle. Le sucre, le thé et le café, c'est l'État qui monopolise ces produits à travers l'Office du commerce. Le manque, on ne comprend pas. Du moment que c'est l'État qui gère et c'est l'unique qui fournit ces produits sur le marché, il y a des barons, il y a un très grand point d'exclamation. On se demande le pourquoi, du moment que c'est le seul l'État qui gère ces produits. Face à cette crise sans précédent, le ministère du Commerce a tenté de justifier ces pénuries par des problèmes liés aux filières de la viande et du lait, ainsi que par la baisse de la production des fruits et légumes en automne dernier. Un manque de produits conjugué à une inflation due entre autres spéculations liées à la guerre en Ukraine qui a inévitablement poussé de nombreux Tunisiens vers la précarité. Alors que les Tunisiens espèrent pouvoir sortir de ce cauchemar le plus rapidement possible, le gouvernement a annoncé l'arrivée de dizaines de camions en provenance de l'Algérie avec à leur bord près de 10 tonnes de sucre. 27 300 autres tonnes sont attendues pour la semaine prochaine par voie maritime en provenance de l'Inde. Coup de
de théâtre à la Cour pénale internationale dans le dossier des réparations aux victimes des crimes de Bosco Ntaganda, le milicien coupable des crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis dans l'Est de la République démocratique du Congo en 2002 et 2003, purge une peine de 30 ans de prison. Il y a 18 mois, une chambre de première instance avait évalué à 30 millions de dollars le montant des dommages causés par l'ex-chef militaire du Front patriotique pour la libération du Congo. Mais la chambre d'appel a demandé aux juges de revoir leur copie. Reportage. 20 ans après les crimes, les victimes de Bosco Ntaganda devront encore attendre pour obtenir des réparations. Les juges de première instance avaient évalué l'enveloppe à 30 millions de dollars. Mais les avocats de certaines victimes et ceux du condamné avaient fait appel de cette décision. Et la chambre d'appel leur donne en partie raison. Selon l'estimation en première instance, de 1100 à 100 000 personnes auraient été victimes des crimes commis par la milice sous les ordres donnés par Bosco Ntaganda. Mais pour la chambre d'appel, cette fourchette est bien trop imprécise pour pouvoir évaluer correctement le montant des réparations. Les juges de première instance devront donc revoir leur ordonnance. Mais ils n'ont aucun délai pour le faire. Quel que soit le montant final, Bosco Ntaganda ne pourra pas s'acquitter de la note. Le montant qui pourrait être revu sera donc réglé par le Fonds au profit des victimes, un organisme lié à la Cour. Ce fonds a commencé à mettre en place la logistique des futures réparations dans l'Est de la RDC, mais dans son dernier rapport au juge, il indiquait avoir des difficultés à contacter certaines victimes, forcées de fuir les combats en cours en Ituri. L'Agence internationale de l'énergie atomique poursuit ses efforts pour établir une zone de protection autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, malgré la fermeture de ses 6 réacteurs depuis lundi. Reportage. 2 membres du personnel de l'AIEA surveillent la situation au sein de la centrale nucléaire alors que les bombardements se poursuivent. La menace pour les réacteurs et le stockage du combustible usé demeure, même avec les réacteurs à l'arrêt. Et l'AIEA tient donc à un accord. Le rayon d'un éventuel cessez-le-feu, s'il est convenu, est une question ouverte. Ce dont nous avons vraiment besoin ici, c'est que l'Ukraine et la Russie s'entendent sur un principe très simple de ne pas attaquer ou de ne pas bombarder la centrale. Et nous pouvons le faire d'une manière très simple. Nous avons nos contrôleurs là-bas, nos inspecteurs là-bas, qui peuvent dire où c'est ou pas observer. La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement d'avoir bombardé la centrale, mettant ainsi l'Europe en danger. Lundi a marqué le premier jour de l'arrêt du système de facilitation des visas à l'échelle de l'Union européenne entre les États membres et la Russie. Le Conseil européen a justifié cette décision en expliquant, je cite, « La Russie a rompu la confiance et bafoué les valeurs fondamentales de sa communauté internationale. » Cela rendra plus coûteux et plus long le processus d'obtention des visas touristiques et d'affaires pour les Russes, mais ne changera rien pour les Russes déjà porteurs d'un visa Schengen. Cependant, un programme régional entre les États baltes qui sera mis en œuvre la semaine prochaine empêchera les citoyens russes d'entrer dans ces pays avec la plupart des visas. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré qu'il ne rendrait pas l'appareil en fermant ses frontières aux citoyens de l'Union européenne, affirmant que la Russie est un pays ouvert qui respecte toutes les nations et que tous ceux qui souhaitent visiter la Russie et découvrir de visu sa civilisation et sa culture d'unicité auront la capacité de le faire. Alors que l'Europe essaie de se sevrer de l'énergie russe, des tentatives sont faites pour simuler les approvisionnements alternatifs. Les compagnies maritimes se bousculent pour acheminer davantage de stocks de gaz naturel liquéfié vers l'Europe, mais avant l'hiver. Mais ils ont du mal à répondre à la demande. Suivez. Le changement climatique, le conflit en Ukraine et l'inflation. Principale raison de la flambée des prix de l'énergie en Europe, mais un autre facteur réside en mer,
La demande de GNL, le gaz naturel liquéfié, a tellement augmenté qu'il n'y a pas assez de navires pour le transporter. La raison pour laquelle nous avons une pénurie en ce moment, c'est parce que les prix à la donne de 1000 parcourus ont doublé, car les routes traditionnelles se sont effondrées. L'Europe importe maintenant des États-Unis et pour ce trajet, vous avez besoin de navires. Ils importent également du Moyen-Orient, du Qatar et de tous les pays producteurs, donc nous avons besoin de plus de méthaniers pour le GNL. Alors que la Russie coupe l'approvisionnement du gazoduc Nord Stream 1 vers l'Allemagne, l'Europe fait un virage à 180 degrés vers le GNL. Mais d'autres grands marchés comme la Corée du Sud et le Japon font de même, et cela crée une demande que les fournisseurs ne peuvent pas égaler, alimentant la concurrence entre l'Asie et l'Europe pour ces précieuses cargaisons, qui fait encore grimper les prix. Le coût du GNL est aujourd'hui jusqu'à 15 fois plus élevé qu'au début de l'année, mais ce n'est pas seulement dû à un manque de navires. L'augmentation du coût de l'énergie, permettez-moi de dire, n'est pas due à l'augmentation du coût du transport. Disons que nous avons doublé les coûts de transport, le coût du GNL par mètre cube, disons, a augmenté de 14 ou 15 fois, c'est à cause du manque de produits. Vous ne pouvez pas remplacer le Nord Stream 1 ou le Nord Stream 2 par des navires qui ne sont même pas encore à l'eau. Une grande partie de l'électricité utilisée par les chantiers navals comme celui derrière moi provenait du gaz russe, le même gaz qui aidait à chauffer nos maisons. Jusqu'à présent, le temps ici en Grèce est chaud et restera encore comme ça pendant au moins un mois de plus. Mais à l'approche de l'hiver, de nombreuses personnes commenceront à monter leur thermostat. Trouver suffisamment de méthaniers pour garder les foyers européens au chaud cet hiver est une chose. Mais combien cela coûtera-t-il est une inquiétude encore plus importante. En Suède, les électeurs ont voté le dimanche 11 septembre lors des élections législatives dominées par les thèmes de l'inflation, de la criminalité. Le bloc formé par la droite et son aile anti-immigration est en passe de conquérir le pouvoir, grâce notamment à la percée historique des démocrates de Suède, parti situé à droite de la droite. Les résultats seront connus le mercredi 14 septembre. Suivez. Des images de liesse et une ambiance festive. Alors que les résultats définitifs ne sont pas encore annoncés, les partisans des démocrates de Suède célèbrent déjà une future victoire qu'ils estiment acquise. Nous sommes formidables, vraiment, un grand parti aujourd'hui. Et je suis tellement fier, je suis tellement heureux de ce que nous avons fait ensemble pour y parvenir. Au terme d'une soirée riche en rebondissements, les démocrates de Suède, parti nationaliste anti-immigration dirigé par Jimmie Åkesson, apparaît en position de force. Selon les résultats partiels portant sur le dépouillement de 95% des bureaux de vote, le SD est crédité de 20,7% des voix, un record pour cette formation. Un score qui le place en deuxième position derrière le parti de Magdalena Andersson, la première ministre sortante, les sociodémocrates ayant réalisé plus de 30%, mais le positionne comme la première formation politique de droite du pays. Je suis très heureux, c'est un tremblement de terre dans la politique suédoise. Les démocrates de Suède sont le deuxième plus grand parti du pays. Cela va créer une toute nouvelle dynamique dans la politique suédoise et bien sûr, cela nous donne l'espoir d'un changement de gouvernement. Une percée qui devrait permettre à la coalition de droite menée par le leader du parti conservateur Ulf Kristersson de s'imposer face au bloc de gauche, constitué par les sociodémocrates, le parti de gauche, les Verts et le parti du centre. Mais cette alliance entre la droite traditionnelle et son aile radicale, jusque-là traitée en paria, choque certains électeurs. En fait, ce pourquoi j'ai voté aboutit au contraire de ce que je veux. C'est fou parce que le parti pour lequel je vote habituellement est aujourd'hui allié avec un parti qui peut-être à l'avenir ne voudra pas de moi ici, simplement parce que j'ai les cheveux noirs. La perspective inédite de voir la droite traditionnelle gouverner avec l'appui de la droite nationaliste anti-immigration fait craindre le pire pour l'avenir du pays à l'opposition. Je suis vraiment triste parce que je ne veux pas vivre dans un pays où les origines ethniques, la religion ou l'argent qu'a une famille conditionnent son futur. Je veux voir une Suède qui donne à chacun les opportunités que j'ai eues. Le gouvernement actuel dirige la Suède dans une certaine direction.
Mais demain, cet autre gouvernement conservateur de droite empruntera le chemin inverse, ce qui conduira probablement à creuser les inégalités entre les riches et les pauvres. Sur un corps électoral de 7,8 millions d'électeurs, la percée du SD donne à la coalition de droite menée par les conservateurs une avance de 60 000 voix et une majorité absolue potentielle de 175 à 176 sièges contre 173 à 174 au bloc de gauche. Si les résultats partiels étaient confirmés ce mercredi, la gauche quitterait le pouvoir après 8 ans aux commandes du pays. De nombreuses régions des États-Unis d'Amérique ont subi des vagues de chaleur extrêmes ces dernières semaines. Le secteur agricole en particulier a été confronté à des défis paralysants en raison des températures records, de la sécheresse et des approvisionnements en eau historiquement bas. Les experts s'inquiètent de la combinaison et du changement climatique et aussi de la sécurité alimentaire, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans d'autres parties du monde. Suivez. Les ouvriers agricoles de Californie commencent leur quart de travail peu après l'aube, avant que le soleil ne soit haut dans le ciel. En effet, les récentes vagues de chaleur ont réduit le nombre d'heures durant lesquelles ils peuvent travailler. Quand les températures montent au-dessus de 35 degrés Celsius, si c'est trop dangereux, on doit arrêter. Avec des températures dépassant largement les 35 degrés Celsius, bon nombre de ces ouvriers sont confrontés à l'insécurité professionnelle. Ça m'affecte, moi et ma famille, car si je gagne peu, je n'arrive pas à joindre les deux bouts et je suis une mère célibataire. La baisse du nombre d'heures de travail signifie une baisse de la récolte. Le rendement global des cultures a également diminué avec la chaleur torride et la diminution des réserves d'eau. La ridification que nous vivons nous amène maintenant, la science et les données nous amènent à comprendre maintenant que nous perdrons 10% de notre approvisionnement en eau d'ici 2040. Toute proportion gardée, nous perdrons 10% supplémentaires de notre approvisionnement d'ici 2040. Et comme l'État donne la priorité à l'approvisionnement municipal en eau, son pôle agricole pourrait en ressentir les effets. On va voir un impact réel sur l'agriculture dans la vallée centrale. On va voir des agriculteurs ne pas planifier, prendre des décisions, mettre des terres en jachère. Et on va donc voir ces impacts dans toute la vallée centrale. La vallée centrale produit à elle seule plus de 250 types de cultures d'une valeur estimée à 17 milliards de dollars. Elle fournit près d'un quart de l'approvisionnement alimentaire du pays. Les conditions de sécheresse exceptionnelles que nous constatons et la difficulté de continuer à reconstituer les sources d'eau de l'aqueduc et la diversité aquifère montrent déjà des effets délétères sur la capacité de la Californie à continuer à nourrir une bonne partie du monde. C'est dramatique. Le changement climatique associé à l'insécurité alimentaire, aux pénuries d'eau et à la chaleur intense est une combinaison que personne ici ne souhaite voir ou ressentir. Mesdames, Messieurs, la grand-messe de l'information du soir sur Gulf TV Africa s'achève. Le siège de l'info est terminé. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion vous remercie de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, restez câblés Gulf TV Africa. L'actualité se poursuit. Bonsoir.